Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, la conférence va commencer dans quelques minutes, donc on laisse les dernières personnes s'installer. Je vous remercie d'éteindre votre téléphone portable, ou en tout cas de les mettre sur vibreur ou sur silencieux. Alors ce matin, nous allons parler des évolutions du travail, des changements Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Merci de vous installer à l'étage. Des changements donc des emplois de demain, des changements aussi de statut. Est-ce que le salariat, par exemple, va continuer à être la norme? Quelles vont être les évolutions et les mutations de notre monde du travail? Et pour ça, autour de moi, il y a un très joli plateau. Je suis très bien entourée. Alors, je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Donc, Emmanuel Prouet, qui est au département Travail, Emploi et Compétences de France Stratégie. France Stratégie, c'est une structure qui est rattachée à Matignon, c'est une structure de réflexion, un organisme qui réfléchit notamment sur les anticipations, les changements sociétaux. À mes côtés, il y a aussi Paolo Falco, qui est économiste à l'OCDE dans la direction Emploi, Travail et Affaires sociales. Également Émilie Daudet, qui est responsable du département évaluation et prévision à l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage. Et enfin, Gilles Berset, qui est adjoint au directeur général des études et des relations internationales à la Banque de France et qui est professeur associé à l'université Aix-Marseille. Alors je vous propose de démarrer, chacun va faire une petite présentation de son propos et puis ensuite ça sera des échanges. Je sais que vous pouvez poser des questions par le biais d'un numéro qui normalement s'affiche. Donc n'hésitez pas, c'est plus facile pour nous. Et l'idée de ce matin, c'est vraiment de répondre à toutes les questions et d'échanger sur tous ces sujets qui préoccupent notre quotidien. Alors je vais démarrer par Gilles Berset. Si, ça va aller, il faut appuyer. Voilà, je vais passer quelques petites images. Je ne sais pas si je dois appuyer. Voilà, ce que je vais dire va être principalement repris d'un travail qu'on avait fait avec Jacques Barthélémy, réformer le droit du travail et surtout travailler au XXIe siècle, l'ubérisation de l'économie. Jacques Barthélémy, on peut peut-être rappeler, c'est... Jacques Barthélémy est un avocat en droit social très, très connu, qui a fondé d'ailleurs le cabinet Jacques Barthélémy, qui est le plus grand cabinet de droit social sur le continent européen. Alors, je vais évoquer dans cette intervention liminaire des mutations du travail et surtout des anxiétés associées à l'émergence de l'économie numérique. Alors, l'économie numérique, la révolution technologique associée à l'économie numérique bouleverse évidemment les modes de vie et de travail, mais ce n'est pas nouveau, hein, comme toutes les précédentes révolutions technologiques, et provoque deux types d'anxiété qui sont très présentes dans les débats, en France comme dans d'autres pays. Une anxiété quantitative et une anxiété qualitative. L'anxiété quantitative est une anxiété qui est associée à la crainte d'une évaporation de l'emploi. C'est-à-dire l'idée que l'économie numérique va faire disparaître une énorme quantité d'emplois et qu'en conséquence, tout un ensemble de travailleurs vont être jetés au chômage et qu'à terme, on bénéficierait assez peu, je dirais, en moyenne en termes de niveau de vie de l'émergence de l'économie numérique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens seraient privés d'emploi. Alors, première remarque, cette anxiété associée à l'émergence de l'économie numérique n'est pas du tout nouvelle. Tout choc technologique a toujours été associé à ce type d'anxiété. Il y a un fantastique article qui a été écrit par Mokir et quelques co-auteurs qui montre ça en prenant quelques exemples dans l'histoire économique sur le XXe siècle et qui montre qu'à chaque choc technologique, à chaque révolution industrielle, il y a eu toujours cette crainte de la disparition de l'emploi. Et puis, quand on évoque ça, on ne peut pas ne pas évoquer quelqu'un qui s'appelle Alfred Sauvy, qui a beaucoup compté dans les débats en France. Et Alfred Sauvy avait pris à bras-le-corps, si j'ose dire, cette question-là, et avait utilisé pour ça l'exemple du porteur d'eau,
en nous disant, dans une ville comme Paris, il y avait, au tournant du XXe siècle, au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, dans une ville comme Paris, qui était beaucoup moins peuplée que maintenant, il y avait 20 000 porteurs d'eau. Ces gens-là ont complètement disparu avec l'émergence des canalisations et des châteaux d'eau. Et on s'en félicite tous, puisque c'est un métier qui était assez ingrat. On s'en félicite tous. Et la seule question qui se pose véritablement, c'est comment reverser, pour reprendre l'expression d'Alfred Sauvy, reverser ces personnes-là sur d'autres emplois qui sont en expansion, parce que les révolutions technologiques s'accompagnent certes de disparition et de destruction d'emplois, mais aussi de l'émergence de nouvelles formes d'emploi, de nouveaux emplois associés à l'émergence de nouveaux biens de consommation. Et donc la vraie question qui se pose par rapport à cette angoisse quantitative, c'est est-on préparé, est-on adapté à, en quelque sorte, ce reversement de beaucoup de travailleurs vers des nouvelles formes d'emploi. Alors, un élément qui n'est pas inutile quand même de souligner, qui est synthétisé dans ce tableau-là, c'est que cette angoisse sur les disparitions d'emplois existe ou est très forte à une époque où les gains de productivité, c'est-à-dire la croissance de la productivité par an en moyenne, les gains de productivité n'ont jamais été aussi faibles historiquement sur les 150 dernières années. Ça vous est représenté ici dans ce tableau-là, sur les principaux pays développés dans le monde, et vous voyez que les gains de productivité sont maintenant très très faibles dans un pays comme la France, comme le nôtre. Sur les 10 dernières années, ils ont été de 0,6-0,7%. Il n'y a pas de précédent sur une dizaine d'années hors période de guerre. Donc vous voyez, il y a un contraste entre cette anxiété et puis les faibles destructions d'emplois, si on peut dire, liées au progrès technique, si on mesure ces destructions d'emplois liées au progrès technique par les gains de productivité. Deuxième angoisse, et c'est une angoisse plutôt qualitative, qui est associée à l'émergence d'économie numérique, c'est l'idée l'économie numérique va faire disparaître l'emploi salarié au profit d'un emploi indépendant. Le prototype de cet emploi indépendant étant bien sûr celui qui est associé à l'émergence des plateformes de type Uber, mais enfin on peut en citer évidemment une grande quantité. Alors, quand on regarde les chiffres, et c'est ce qu'on a fait avec Jacques Barthélémy, on voit que cette anxiété est complètement démentie par les chiffres. Parmi l'ensemble des pays de l'OCDE, les 35 pays de l'OCDE, la part de l'emploi indépendant est stable, voire diminue, dans quasiment tous les pays de l'OCDE. Et en fait, la part de l'emploi indépendant augmente aux dépens de l'emploi salarié dans simplement 3 pays de l'OCDE. La France, depuis 2008, la création du statut de l'auto-entrepreneur, donc quelque chose d'un petit peu particulier. Le Royaume-Uni, et puis les Pays-Bas. Et dans les autres pays, encore une fois, la part de l'emploi indépendant est stable, voire diminue. C'est ce qui est représenté ici dans un panel d'une dizaine de pays de l'OCDE. Donc cette anxiété semble complètement démentie par les chiffres. Néanmoins, quand on regarde de façon un petit peu plus précise, on voit que l'emploi non salarié, l'emploi indépendant, connaît des mutations très très profondes, avec, pour faire très simple, 2 types d'emplois indépendants qui sont de plus en plus apparents, qui se solidifient de plus en plus. Un emploi indépendant de type peu qualifié, peu diplômé, conducteur d'Uber en étant un prototype évidemment parfait. Et puis à l'autre extrême, un emploi indépendant très très qualifié, qui est plutôt dans la prestation de services, qui est rendu par des gens très diplômés, qui sont très autonomes, qui ont un usage intensif des outils de mobilité, pour lesquels il y a une interpénétration très très forte entre vie personnelle et vie professionnelle, et dont le mode de vie et de travail est tout à fait semblable à celui des cadres les plus salariés, les plus qualifiés. Et par rapport à ces 2 types d'emplois indépendants, la remarque vraiment essentielle à avoir en tête, ou l'élément vraiment essentiel à avoir en tête, c'est que les peu qualifiés
peu diplômés sont sur des types d'emplois qui sont sans doute, à un avenir assez incertain, mais qui sont sans doute amenés à disparaître. Le conducteur d'Uber, par exemple, sera amené évidemment à voir son emploi disparaître avec l'émergence du véhicule autonome. Alors, le fond de notre approche avec Jacques Barthélemy consistait à dire quand même, cet emploi indépendant présente des caractéristiques un peu particulières. C'est mon dernier slide, une caractéristique un peu particulière puisqu'il ne bénéficie pas le plus souvent de certaines garanties sociales et de certaines protections dont bénéficient les salariés. Par exemple, la protection au chômage, on en parlait en venant. Peut-être qu'il en bénéficiera avec les réformes qui commencent à être engagées, mais ou qui sont prévues. Mais pour l'instant, il n'en bénéficie pas, contrairement aux emplois salariés. Il ne bénéficie pas non plus d'autres types de droits et de protection. Toujours pour prendre notre conducteur d'Uber, quand Uber déconnecte un conducteur, pour l'instant, il n'y a aucun recours possible pour ce conducteur. Alors qu'un salarié qui est licencié, bien évidemment, a tous les recours légaux pour contester son licenciement. Et cette différence de droit amène à se dire que, d'abord, il y a un problème d'équité fondamentale qui est choquant. Et puis, par ailleurs, les emplois indépendants qui sont dans cette situation sont menacés, si j'ose dire, par le risque de requalification. Et par rapport à la situation requalification salariés, par rapport à la situation actuelle, trois scénarios paraissent envisageables. Premier scénario, laisser faire. Et puis on voit ce qui spontanément va émerger, va décanter. Mais ce scénario est intenable à moyen et long terme. Intenable pourquoi ? Bien parce qu'on voit que ce qui se produit dans beaucoup de pays, ça s'est passé en Californie, ça s'est passé à Londres encore, et il y a eu un procès en octobre 2016 qui l'a bien montré. Les indépendants peu qualifiés, peu diplômés, etc., qui vont contester leurs conditions de travail face aux tribunaux, eh bien, bénéficient très souvent d'une requalification. Des procédures sont en cours en France, et donc si on ne fait rien, eh bien, de fait, la justice fera beaucoup en requalifiant en salariés de nombreux indépendants. Et ça nous paraît, à Jacques Barthélemy et moi, quelque chose qui est un petit peu dangereux. Pourquoi ? Parce que ça fait rentrer à toute force dans une case salariée qui a été conçue dans une civilisation de l'usine, eh bien, des formes d'emploi et d'activités qui ne sont pas forcément adaptées à cette requalification, et on peut ainsi brider l'émergence de nouvelles activités, de nouvelles formes de flexibilité qui peuvent être utiles. L'autre solution à l'extrême, qui nous paraît souhaitable, c'est la construction d'un droit de l'activité professionnelle, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le droit du travail s'adapte en France, ne soit pas simplement un droit qui protège les salariés, mais soit un droit qui protège l'ensemble des travailleurs, salariés ou non salariés, ces protections étant liées à la dépendance économique, à l'activité économique, et pas simplement à la subordination juridique actée par l'existence d'un contrat de travail. Et dans l'émergence de ce nouveau droit, il nous paraît évidemment que la négociation collective aura un rôle fondamental à jouer pour essayer de définir les niveaux de dépendance économique auxquels sont associés ces nouveaux droits, puis quel type de nouveau droit sera associé à quel type de dépendance économique. Donc plutôt qu'essayer de décider ça de façon centralisée, il nous semble que la négociation collective devrait et pourrait jouer un rôle essentiel dans l'émergence de ce nouveau droit associé au choc de l'économie numérique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a vu que le salariat, donc nous l'a dit Gilles Berset, reste encore la norme. Aujourd'hui, c'est 9 Français sur 10 qui sont salariés. Et est-ce que l'indépendance, en tout cas, on ne va pas tous devenir indépendants demain, mais est-ce que quand même, et je me tourne vers Émilie Daudet, il n'y a pas une envie, une aspiration à devenir indépendant ? En tout cas, c'est une aspiration que peut-être ont les travailleurs, et c'est un peu l'objet de votre présentation. Je vous laisse faire. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour. Donc, je vais vous parler. Déjà, il me faudrait le. Voilà, merci. Je vais vous parler en tant que salarié de l'UNEDIC, mais aussi
de travaux que j'avais fait précédemment au CREDOC, qui est le Centre de recherche et d'études sur les conditions de vie des Français, qui s'occupe plus de questions d'opinion. Et donc, on va parler pas mal de l'opinion des Français vis-à-vis du salariat et leur arbitrage entre salariat et indépendance, justement. Leur envie de salariat ou d'indépendance. Alors, juste pour revenir rapidement quelque chose qu'a déjà évoqué Gilbert Sette sur les mutations actuelles. Effectivement, comme il l'a déjà dit, la diffusion d'Internet, des technologies numériques, comme tout le monde le dit, et effectivement change énormément la donne du travail, facilite le partage d'informations, change l'allocation des ressources. Il y a aussi un élément important qu'il faut quand même redire, c'est que sur les nouvelles formes d'emploi, la crise économique de 2008 n'est pas pour rien. On va avoir un chômage persistant et une recherche qu'on va voir beaucoup dans les enquêtes d'opinion de nouvelles formes de rémunération qui ne sont pas forcément dans le salariat, qui peuvent être louer sa voiture sur Blablacar, faire d'autres choses qui ne sont pas forcément l'emploi principal, mais qui sont des activités qui permettent d'arrondir les fins de mois, on va dire, pour une certaine partie de la population. Et enfin, il me semble qu'il y a un mouvement assez important ces dernières années qu'on voit beaucoup ressortir dans différentes enquêtes d'opinion, c'est la remise en cause des institutions au sens large. Et donc, quand on dit institutions au sens large, ça veut dire que les Français, quand on leur pose des questions sur le personnel politique, les banques, tout type d'institutions, les grandes entreprises publiques, etc., on voit que leur confiance est en baisse, et vraiment ceci depuis 15-20 dernières années. Et donc, ils recherchent des relations qui sont assez différentes de ce qu'on avait auparavant, des relations beaucoup plus horizontales, de pair à pair. Donc, on voit l'émergence de l'économie collaborative qui est liée à ça. Et donc, des nouvelles formes d'emploi qui sont beaucoup moins avec cette hiérarchie verticale qu'on avait auparavant. Donc, je pense que vous allez l'entendre plusieurs fois ce matin, mais effectivement, je vais commencer par parler un petit peu des faits avant de parler vraiment de l'opinion. Pour rappeler, en France, le salariat, c'est toujours une réalité bien ancrée, et comme le disait Gilbert Sette, effectivement, et Fanny Guinochet juste avant, comme vous voyez sur la courbe rouge, enfin, on ne voit pas très bien, mais sur la courbe rouge, la part des non-salariés en France, elle a beau réaugmenter un tout petit peu ces dernières années. Quand on voit sur l'ensemble des différentes formes d'emploi en France, il y a quand même une stabilité, vous voyez, des courbes complètement plates, une stabilité des différentes formes d'emploi. Les CDI, c'est toujours 75% de l'emploi, les CDD autour de 10% et les indépendants entre 12 et 14% à peu près. Donc ce qu'on voit en fait, c'est une modification de la structure de l'emploi non salarié, mais pas forcément de son volume. On va avoir des disparitions d'anciens indépendants agriculteurs, par exemple, qui ont vraiment décru énormément, et des nouvelles formes d'emploi qui remplacent en fait ces anciens indépendants. Ensuite, je pensais quand même qu'il fallait resituer dans le contexte quelque chose qui est une véritable modification du modèle du salariat ces dernières années, qui est liée à la fragmentation de l'emploi. En fait, on a observé depuis les années 2000 une augmentation très forte des embauches en CDD. Alors vous pourrez dire, c'est bizarre parce que je vous ai dit juste avant que les formes d'emploi étaient stables dans le temps. Effectivement, mais en fait, ce qui se passe, c'est que sur la population qui est en CDD, les CDD sont de plus en plus courts, ce qui fait qu'ils ont de plus en plus d'embauches sur ces CDD. Et donc, on a vraiment une population qui est, vous voyez, sur les CDD de moins d'un mois, c'est la courbe bleue qui monte. On est passé de 1 500 000 CDD créés tous les trimestres à 4 millions par trimestre. Donc, c'est vraiment, on a une augmentation très forte sur une quinzaine d'années, je crois, sur le graphe. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que ces CDD très courts, qui peuvent être de quelques jours, sont souvent faits auprès d'un même employeur, avec des relations, ce qu'on appelle des relations suivies, qu'on a qualifiées comme ça, qui sont un employeur qui va réembaucher de manière successive une personne sur plusieurs CDD. Donc ça change beaucoup le rapport au travail de ces populations qui n'ont pas accès au CDI et qui restent sur des CDD. Alors,
La deuxième transformation du marché du travail qui est assez intéressante et qui, voilà, justement, qui se développe, comment dire, qui a un essor rapide mais qui reste encore assez limité en volume, c'est des nouvelles formes d'emploi qui rapprochent les indépendants du statut salarié. Par exemple, on voit apparaître le portage salarial ou les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont en fait des formes d'indépendance où l'indépendant va faire gérer toutes les parties administratives et adhérer en fait à une entreprise de portage salarial de manière à avoir un risque couvert pour le chômage, la retraite, la maladie. Donc c'est des formes d'emploi qui sont plus vraiment de l'indépendance mais qui se rapprochent de plus en plus du statut salarié. Ceci dit, il faut quand même toujours prendre en compte que c'est encore très limité en nombre de gens. C'est quand même à peu près environ 80 000, 100 000 personnes qui sont employées, enfin qui sont donc indépendants salariés, enfin une espèce de statut hybride, sur 2,8 millions de personnes qui sont inscrites au RSI. Donc vous voyez, c'est quand même toujours... Le RSI, c'est la caisse, c'est la sécurité sociale des indépendants. C'est les salariés cotisent à la sécurité sociale normale, au régime général, et le RSI, c'est la caisse des indépendants, mais le RSI qui va disparaître là avec les réformes Macron, mais c'est un autre sujet. Oui. Et c'est ce qui va m'amener plus vers les enquêtes d'opinion derrière. La troisième type de transformation, c'est ce qu'on a vu pas mal sur le cahier de recherche sur l'économie collaborative. On voit qu'il y a des pratiques issues de la mouvance collaborative qui émergent, qui ont bien sûr créé tout ce que tout le monde a en tête, les plateformes d'emploi, Uber, etc., mais aussi des plateformes d'échange qui ne vont pas forcément, telles que Airbnb, Blablacar, qui ne vont pas forcément employer beaucoup de gens en tant que tels, mais qui vont fournir des sources de rémunération différentes, nouvelles, pour une certaine partie de la population. Donc, on redit une dernière fois qu'effectivement, c'est encore pas très significatif au plan macroéconomique, c'est-à-dire que vraiment les gens qui travaillent pour ce genre de structure sont encore très très peu nombreux. Peut-être qu'ils vont arriver à se développer, mais ils ne sont pas encore très, très présents dans l'ensemble de l'emploi en France. Je vais venir maintenant plus sur les questions d'opinion. Donc, je vais me baser sur le cahier de recherche sur les mutations du travail et le rapport des Français au salariat que nous avions fait au CREDOC en 2016. Et donc, on va revoir exactement ce que je viens de dire sur les faits, mais plus sur les questions d'opinion. La première question, c'était est-ce que, idéalement, pour vous, enfin plutôt, idéalement, quelle situation trouvez-vous la plus enviable? On voit qu'on a toujours 70% des Français, qui est quand même assez fort, qui disent qu'être salarié, c'est ce qu'ils préfèrent. En revanche, ce qui apparaît assez fortement, c'est un décrochage de la part des jeunes. Vous voyez sur le graphique de droite que les 18-24 ans, eux, ne sont plus que 55% à nous dire que le salariat, c'est la situation la plus enviable. Donc il y a quelque chose qui semble se passer où ce modèle du salariat est en train de se transformer. Et d'ailleurs, lorsqu'on demande aux jeunes derrière quelles sont pour eux les caractéristiques de l'activité indépendante par rapport à l'activité salariée, les jeunes, on voit beaucoup plus d'avantages. Entre autres, ils sont 47% à dire que l'activité indépendante plutôt, c'est avoir plus de liberté. C'est aussi pour eux mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors que dans les générations plus âgées, on va parler de travailler beaucoup, d'avoir moins de couverture sociale, etc. Donc, on voit qu'il semble qu'il y a une évolution dans les générations sur cette vision de l'indépendance. Enfin, je vais revenir à cette idée qu'il y a des activités non rémunérées plutôt qui ne sont hors de l'emploi et qu'il faudrait un petit peu mieux mesurer, que la statistique publique mesure encore mal aujourd'hui, c'est la question de l'indépendance occasionnelle. Donc,
par exemple, toutes ces activités qui peuvent être louer sa chambre sur Airbnb, prendre quelqu'un avec Blablacar en voiture, etc. Tous ces exemples d'activités qui en fait sont excusez-moi, qui sont en fait pratiquées par 8% des Français au cours des 12 derniers mois. Donc quand on demande aux gens est-ce que vous avez une activité rémunérée en dehors de votre emploi habituel, on en a quand même 8% qui nous disent qu'ils ont eu ce type d'activité, et encore plus chez les chômeurs, 14%. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les jeunes, on retrouve la même idée que tout à l'heure de cet attrait vers l'indépendance et ce rapport un petit peu différent par rapport au salariat. Les jeunes, eux, sont 20% à nous dire avoir eu une activité rémunérée hors de leur activité principale. On a par contre très peu de différence sur le revenu, mais donc c'est pas forcément les bas revenus qui ont ce type d'activité, contrairement aux idées reçues. Et donc, oups, j'ai fini. Non, je pense qu'il me restait une slide. Où est-ce que c'est? Je reviens. Voilà, la dernière slide, c'était pour revenir sur le lien entre l'attrait pour le salariat et cette activité rémunérée qui est un petit peu hors de son activité principale, à la question, lorsqu'on croise l'idée, l'attrait pour ce salariat et le nombre de gens qui nous disent qu'ils ont exercé au cours des 12 derniers mois une activité rémunérée de manière indépendante, ils sont quand même 68% à nous dire qu'ils préfèrent le salariat. Donc ils ont eu une activité hors du salariat, mais ce n'est pas pour autant que qu'ils sont tous envie de devenir indépendants. C'est une activité qui est un petit peu, qui permet d'augmenter ses revenus, mais qui n'est pas leur activité principale. Voilà. J'en ai fini pour... Je vais prendre la télécom. Je vais passer la parole à Emmanuel Pouret. Donc justement, pour poursuivre dans ces échanges, donc à France Stratégie, vous réfléchissez vous aussi à voir un peu comment le salariat évolue et si ces frontières entre salariat, indépendance, comment nouvelles formes d'emploi, comment on peut les accompagner, comment on peut mieux anticiper et trouver des solutions pour que tout le monde soit bien protégé, bien accompagné en fonction de ces différentes mutations. Oui, bonjour, merci beaucoup. Effectivement, je vais revenir sur ces questions des frontières du salariat avec une optique un peu plus juridique, parce que c'est ma formation. Et donc, je vais revenir notamment sur ce que Gilles Percet a présenté à la fin de sa présentation, sur les différentes options qui existent aujourd'hui techniquement pour prendre en compte notamment les formes d'emploi qui sont à la frontière entre le salariat et le travail indépendant, en rappelant comment ces questions se posent aujourd'hui, mais comment ce sont des questions tout à fait anciennes en termes, dans le domaine de la protection sociale ou du droit du travail. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments quantitatifs, puisqu'ils ont déjà été présentés, juste peut-être pour vous montrer un graphe supplémentaire, parce que c'est pas parce que je suis juriste que je ne vais pas montrer des graphes aussi, il n'y a pas de raison. C'est un petit travail qu'on avait fait à partir d'un outil qu'on utilise, qui s'appelle Prospective des métiers et des qualifications. C'est un outil de prospective qui donne lieu à des publications récurrentes de la part de la France Stratégie et de la DARES pour montrer comment on peut anticiper l'évolution des métiers. Donc là, on regarde par métier. Et en utilisant cet outil-là, on a essayé de projeter les évolutions actuelles et notamment les plus récentes sur le travail non salarié pour voir ce que ça donnerait à l'horizon 2027. Alors évidemment, c'est en projetant les évolutions actuelles. Donc c'est sans prendre en compte d'éventuelles évolutions disruptives, comme on dit, qui pourraient intervenir et qui nous feraient changer de cadre. Mais même en restant dans le cadre actuel et même en prenant en compte donc les évolutions récentes d'évolution du travail indépendant en France, on voit qu'on reste finalement dans un cadre extrêmement limité.
Ce qui est important aussi de dire, Émilie en a parlé aussi, c'est que les visages du travail indépendant évoluent. C'est-à-dire qu'on a moins d'agriculteurs. On a des métiers où traditionnellement, bon, on voit rien du tout, mais je vais vous l'expliquer. On a des métiers où traditionnellement, on avait beaucoup de travail indépendant, comme l'agriculture par exemple, ou la médecine, où on a une part du travail salarié qui a augmenté en fait ces dernières années, et on a d'autres métiers où par contre la part du travail indépendant augmente, comme les métiers dans la communication, dans le conseil, dans le spectacle, mais aussi certains métiers dans l'artisanat par exemple, qui est aussi traditionnellement fort, où on a des nouveaux types de travail indépendant. Et c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que les questions qui se posent en termes de protection, que ce soit de protection sociale ou de droit du travail, elles se posent notamment parce qu'on a des nouveaux types d'indépendants qui, contrairement aux anciens indépendants, que ce soit les commerçants, les artisans ou les professions libérales, vont développer une activité avec un statut, par exemple, d'auto-entrepreneur ou autre, mais sans avoir un patrimoine ou un capital qui leur permet d'assurer certains risques. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas, le jour où ils partiront à la retraite, revendre, par exemple, leur fonds de commerce pour financer leur retraite. Et ça, du coup, ça pose des questions un peu nouvelles en termes de protection sociale, tout en redisant effectivement qu'on est aujourd'hui dans des proportions statistiques très limitées. Alors, juste pour rappeler des évidences peut-être, mais simplement qu'aujourd'hui, effectivement, on a un droit du travail qui a été élaboré pour gérer les relations entre salariés et employeurs autour de la notion de lien de subordination juridique, donc qui donne accès à un certain nombre de droits. On va revenir pour les salariés, même si, on va le voir, il y a eu quand même certaines adaptations pour des formes d'emploi à la limite entre le salarié et le travail indépendant. Et on a une protection sociale qui couvre tout le monde, tous les actifs, mais de façon différenciée selon les statuts dans l'emploi, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourra revenir, mais qui font que notamment les travailleurs indépendants vont être moins bien couverts pour un certain nombre de risques, notamment parce qu'ils ont fait le choix aussi à un moment donné de se couvrir moins parce qu'ils assumaient eux-mêmes un certain nombre de risques. Donc, dans ce cadre-là, si on considère qu'il y a un risque effectivement d'augmentation, une évolution éventuellement possible d'une augmentation du travail indépendant, et notamment de ces nouvelles formes de travail indépendant que j'évoquais tout à l'heure, qu'on peut avoir aussi plus de situations à la frontière entre le salariat et le travail indépendant, j'y reviendrai tout à l'heure, et surtout on peut avoir des carrières avec des changements de statut de plus en plus fréquents. Alors c'est pareil, on ne sait pas encore très bien le mesurer ça statistiquement, mais si on fait le lien avec ce que vient de présenter Émilie, si on considère que les jeunes ont une appétence plus forte, par exemple, pour commencer leur carrière dans des statuts de travail indépendant pour des tas de raisons, on peut penser que ces jeunes-là vont commencer donc par un statut d'indépendant et puis après rentreront dans le salariat quand ils vont avoir des enfants, qu'il va falloir trouver un logement, etc. Enfin, qu'ils vont avoir besoin aussi d'une protection différente, et puis que peut-être après, ils ressortiront du salariat pour différentes raisons, choisies ou voulues, et qui finiront, par exemple, leur carrière dans un statut de portage salarial ou de travailleur indépendant, etc. Bon. Donc la question, du coup, et tout ça, évidemment, avec des passages par le chômage en général, parce que c'est ça qu'on voit quand même beaucoup aujourd'hui dans les carrières, c'est que les jeunes générations, elles passent beaucoup plus souvent aussi par le chômage. Donc la question, c'est comment, avec un système de protection sociale et droit du travail un peu en silo, où on protège différemment les différents statuts, on fait en sorte que ce système ne soit pas un obstacle pour ces changements de statut et cette mobilité. Alors, dans ce cadre-là, juste une petite slide pour rappeler que les questions posées par les plateformes, elles rejoignent ces questions-là, mais qui sont pas... que c'est pas nouveau. Elle pose notamment la question donc de qui est salarié et qui n'est pas salarié. Avant ça, d'ailleurs, qui est travailleur déclaré et qui ne l'est pas, éventuellement, et qui est professionnel et qui est amateur. Quand on vend, je sais pas quoi, sur une plateforme ou qu'on loue son appartement, à partir de quel moment on devient un professionnel ou pas, ça a des implications, notamment en termes fiscales et de cotisations sociales. Du coup, on n'a pas les mêmes cotisations et ça a un impact à la fois pour soi en termes de protection, mais aussi pour le financement de la protection sociale, évidemment.
Bon, tout ça pour dire que c'est des questions aussi qui ne sont pas nouvelles, parce que par exemple la question de la frontière entre le bénévolat et l'activité professionnelle, elle se pose depuis très longtemps dans le secteur associatif. C'est très compliqué parfois de savoir où commence effectivement l'activité salariée et du coup quel est le statut de quelqu'un qui est dans une association. C'est des questions qu'on s'est posées aussi juridiquement quand on a créé des nouveaux statuts comme les services civiques par exemple, le volontariat associatif, des choses que vous devez connaître en termes d'étudiants. Ce ne sont pas des statuts de salariés, mais on a voulu quand même donner quelques protections aux personnes qui sont dans ces statuts-là. Notamment, par exemple, si vous travaillez pendant un an, si vous avez une activité pendant un an en tant que dans le service civique, c'est une période qui va compter après pour la retraite. C'est des questions qui peuvent se poser aussi pour les stagiaires, par exemple. Et puis, la question du salariat, de la frontière entre le salariat et le travail indépendant, Émilie en a parlé, on va y revenir, elle s'est posée dans le cadre du portage salarial, par exemple, ou de coopératives d'emploi et d'activité. Alors concrètement, la question qui se pose pour ceux qui sont à la frontière, c'est, on l'a dit, l'accès au droit du travail, avoir un revenu garanti minimal, régulier, mensuel, un temps de travail encadré, des droits collectifs aussi. Et puis un accès à la protection sociale, puisqu'aujourd'hui on a des différents risques qui couvrent les différents statuts, mais pas de la même façon. Par exemple, pour la maladie ou la maternité, il y a des prestations qui sont les mêmes, quel que soit votre statut, mais par contre, en termes d'interruption d'activité, arrêt maladie ou congé maternité, par exemple, c'est pas la même chose si on est travailleur indépendant ou salarié, on n'a pas les mêmes indemnités journalières, ou parfois même on n'en a pas du tout. Ce qui pose une question. Donc globalement, la question pour les travailleurs indépendants, c'est la question de la couverture de la perte de revenus, soit pour maladie professionnelle ou accident du travail. C'est aussi la plupart des travailleurs indépendants ne sont pas couverts, mais certains quand même le sont. C'est toujours intéressant de rappeler les exceptions, comme les exploitants agricoles. Et puis surtout, ils n'ont pas accès au chômage, mais ça, on y reviendra. Donc, face à ça, il y a effectivement 3 options juridiques, alors que je vais présenter un petit peu différemment, mais peut-être pour revenir un peu sur les 2 premières notamment. Il y a une première option qui est d'ajuster le cadre actuel et d'élargir le champ du salariat par différentes techniques. Alors, il y a l'éventualité d'une requalification par le juge, ça a été évoqué. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a le fait qu'on pourrait aussi, c'est un vieux débat juridique, décider de changer la définition du salariat et ne plus être sur une définition du salariat qui repose uniquement sur le lien de subordination juridique, mais sur une définition qui est plus large et qui renvoie à la notion de dépendance économique. Ça a été tranché historiquement dans le droit du travail, mais on pourrait décider d'y revenir. Et puis, historiquement, on a fait rentrer dans le Code du travail des gens qui n'étaient pas vraiment des salariés. C'est le cas du portage salarial, par exemple, où ces personnes sont aujourd'hui considérées comme des salariés des entreprises de portage salarial qui font l'intermédiaire entre le travailleur et le client. Mais dans la pratique, c'est des gens qui ont une activité qui ressemble beaucoup à celle du travail indépendant, notamment parce que c'est eux-mêmes qui vont chercher leurs clients, ce qui est quand même une différence notoire avec le salariat classique. Mais le fait de les reconnaître comme salariés et de considérer qu'il y a un contrat de travail entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté fait que, effectivement, le jour où le contrat de travail s'arrête, ils ont accès à l'assurance chômage. Et ça, évidemment, c'est une différence essentielle avec le travail indépendant. Les coopératives d'activité et d'emploi, c'est pareil, ça donne accès à l'assurance chômage. Et si on remonte dans le temps, on a eu d'autres exemples avec les VRP, les commerciaux ou les travailleurs à domicile. Je vais pas y revenir. Bon, j'ai essayé de représenter ça sur un petit schéma, mais bon, je suis pas très experte du schéma PowerPoint, donc c'est pas très lisible. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième option qui a été beaucoup débattue en France et aussi à l'étranger, qui était la possibilité de créer un statut intermédiaire entre le salariat et le travail indépendant, pour reconnaître un statut spécifique pour les travailleurs indépendants juridiquement, mais dépendants économiquement. Donc il y a un rapport célèbre qui a été fait en France, il y a eu des tentatives à l'étranger. Bon, c'est une solution qui a pas complètement convaincu, notamment parce qu'elle règle pas vraiment les problèmes de frontières. Et au lieu d'avoir une frontière entre travail salarié et travail indépendant, on a 2. Une entre travail salarié et le statut intermédiaire, et une autre entre le statut intermédiaire et le travail
indépendants, et 2 frontières qu'on ne sait pas très bien définir non plus. Donc on multiplie un peu les problèmes de frontières et on a un peu du mal à définir la dépendance économique. Alors il y avait des propositions de faire ça par rapport à des critères de chiffre d'affaires réalisés avec un seul donneur d'ordre, mais du coup ça crée des effets de seuil. Bon. Alors c'est une tentative qui a été faite notamment dans d'autres pays étrangers, par exemple en Italie, on pourra y revenir, mais qui a généré pas mal d'effets pervers et contestés, qui fait que lors de la dernière réforme du travail en Italie, le Job Act, on a décidé de supprimer ce statut intermédiaire, le fameux COCOCO, les contrats de collaboration. Voilà. Et alors, la dernière option, celle que Gilles Berset a évoquée, donc c'est la possibilité de créer un statut de l'actif qui dépasserait donc cette distinction entre travail indépendant et travail salarié. Alors, on peut imaginer, par exemple, avec un socle minimal de droits pour tous les actifs, et puis ensuite des garanties qui vont être variables et progressives en fonction du lien de subordination ou de la dépendance économique. Voilà. Alors après, ça pose des questions un peu techniques de qu'est-ce qu'on met dans ce socle, jusqu'où on va dans les droits qui sont les mêmes pour tous ces actifs, et comment on définit ensuite les différents étages par la négociation collective ou autrement, mais avec quels critères de différenciation. Ce que je voulais juste dire en conclusion, si j'ai encore 1 minute, c'est que cette dernière option, elle est un peu dans le débat aujourd'hui à travers différentes réformes qui vont être discutées ou qui ont déjà été discutées, et qui repose donc autour de l'idée d'avoir des droits qui soient attachés plutôt à la personne qu'au statut. C'est ce qui a été tenté notamment avec la création du CPA, le compte personnel d'activité, qui est aujourd'hui probablement pas très concret. Je ne sais pas si pour des jeunes de 20 ans ça représente vraiment quelque chose, mais vous pouvez aller consulter le site mis en place par le gouvernement qui me présente ce que c'est qu'un compte personnel d'activité. L'idée est la suivante, c'est que chaque personne, alors une fois qu'elle est rentrée sur le marché du travail, dispose d'un compte sur lequel elle va pouvoir capitaliser un certain nombre de droits qu'elle pourra utiliser ensuite tout au long de sa carrière, et normalement, quel que soit son statut, c'est l'idée de base. Alors aujourd'hui, ça se matérialise surtout par des droits à formation, puisque le compte personnel de formation est intégré dans ce compte personnel d'activité, et ça doit permettre justement de faciliter ces transitions et ces changements de statut en utilisant ces différents droits. Bon, il y a d'autres réformes à venir sur l'assurance chômage ou la réforme des retraites qui tentent aussi d'aller vers une plus grande universalité de la protection et des droits, notamment pour les travailleurs indépendants qui se rapprochent un peu des droits des salariés. On pourra en reparler. Et puis, pour conclure, il me semble que vraiment sur ces questions de différence de droits et de protection, et on reboucle avec le compte personnel d'activité, l'élément aujourd'hui central, c'est la question de l'accès à l'information pour les actifs. Parce que quand des jeunes aujourd'hui décident quand c'est un choix évidemment, mais décident de commencer leur carrière professionnelle comme travailleurs indépendants, on sait qu'il y a une certaine méconnaissance des conséquences que cela peut avoir pour eux en termes de droits sociaux, si le jour où ils tombent malades, le jour où ils ont un accident, et éventuellement, beaucoup plus tard, le jour où ils seront à la retraite. Et il y a probablement aujourd'hui, avant même de passer à un statut de l'actif ou d'avoir des évolutions plus profondes, beaucoup de choses à faire en termes d'information et d'accès à l'information pour ces actifs. Et le compte personnel d'activité, notamment, il devrait pouvoir servir à ça, c'est-à-dire pouvoir connaître les différents droits qu'on a capitalisés dans différents statuts et éventuellement faire des simulations aussi pour savoir si je change de statut, quel impact ça a, d'abord quel impact ça a administratif, qu'est-ce que je dois faire, mais quel impact ça a aussi en termes de cotisation, de différence de cotisation et ensuite de droits acquis. Voilà. Merci beaucoup. Dernière intervention, Paolo, vous allez plutôt nous parler de ce qui se passe, enfin de comparaison internationale, puisque donc vous travaillez à l'OCDE. Je vous laisse faire. Alors, votre voisine vous a donné la... Voilà. Oui. Donc, bonjour et merci pour l'invitation. Je m'appelle Paolo Falco et je travaille à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Et en particulier, je travaille dans la direction pour l'emploi, le travail et les affaires sociales. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle l'Avenir du travail, qui est un projet où on essaie d'analyser
comme différents megatrends, des méga-tendances, on pourrait traduire ça en français, transforment le monde du travail. Qu'est-ce qu'on a en tête quand on pense à ce type de méga-trend? On pense à la combinaison de différentes forces économiques comme le progrès technologique, la mondialisation, le vieillissement de la population. Ça, ce ne sont pas tous, bien sûr, ça, ce ne sont pas toutes les forces qui jouent un rôle. Vous pourrez penser aussi à le changement des préférences par rapport à différentes formes d'emploi. Mais ça, c'est notre façon de rationaliser la question et de réduire le champ d'analyse à ces trois aspects. Et qu'est-ce qu'on va demander? On va demander quels seront les emplois de l'avenir. Et ça, c'est bien sûr connecté à la question d'aujourd'hui, parce qu'on parle des frontières du salariat, mais le salariat, c'est qu'un côté de cette question. Il faut aussi se poser toute une autre série de questions importantes par rapport au monde du travail de l'avenir. Donc, juste un petit peu de contexte sur ces trois megatrends. La technologie avance et c'est clair. Ici, je vous montre l'offre de robots industriels dans les derniers 15 ans. Et vous voyez que jusqu'à 2016, elle est triplée et les projections sont vraiment d'une accélération même majeure. La population vieillisse, ça c'est pas nouvelle, vous le savez déjà. On ira de une population où il y a une personne âgée chaque 4 personnes qui sont dans un âge à l'âge du travail, vers une société au 2050 où il n'y aura que 2 personnes qui travaillent pour une personne âgée. Et aussi, notre société, c'est une société beaucoup plus intégrée dans le côté commerce international. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une grande partie de tous les travaux dépendent directement du commerce international. Et ça, c'est l'aspect mondialisation. Ici, je vous montre les chiffres pour les différents pays de la OCDE. Mais la plupart, ils ont environ 30% de tous les emplois qui dépendent directement de la mondialisation. Donc, avec ce type de contexte en tête, qu'est-ce qu'on trouve quand on analyse les changements dans le marché du travail? Donc, la première question qui a été posée aujourd'hui déjà et qui vient souvent dans les débats, c'est qu'est-ce qu'ils seront les effets de l'automatisation du numérique sur la quantité de travail, la quantité des emplois qui vont exister dans le futur? Est-ce que nous allons tous être chômeurs parce que les machines, ils vont faire tout le travail? On ne pense pas ça. Comme il a été déjà dit aujourd'hui, la technologie, l'avance technologique a toujours existé et dans l'histoire, on trouve toujours que même si la technologie avance, l'emploi augmente aussi. Est-ce que cette fois-là, ça sera différent? Peut-être, mais on n'a vraiment pas beaucoup de raisons de croire ça. Donc, quand on cherche d'analyser cette question, on trouve qu'il n'y a que 15% de travail dans les pays de l'OCDE qui ont un haut risque d'être automatisés. Mais on trouve, et ça je pense c'est la question plus importante, une partie beaucoup plus grande de travail qui vont changer radicalement parce qu'il y aura des nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment penser à comment faire la transition vers ce type de futur et quel type de mesures on va mettre en place pour permettre aux travailleurs de s'adapter à un futur où il y aura un besoin de compétences différentes. La deuxième question est une question qui est aussi liée à celle du futur du salariat, c'est même si les travails ne vont pas disparaître, quelle sera la distribution des travail? Et quelqu'un aujourd'hui a déjà dit que ce qu'on observe dans les pays de l'OCDE, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle polarisation du salariat, polarisation des emplois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les travails moins qualifiés et les travails plus qualifiés augmentent et en même temps les travails moyens ils diminuent
il diminue dans la distribution. Pourquoi ça c'est important? Parce que historiquement, dans les sociétés avancées, ces travail, ces emplois dans les milieux étaient le soutien de la classe moyenne. Et ça est une question très importante parce qu'on la voit avoir des répercussions très importantes partout dans le monde sur des questions politiques très importantes, sur les élections dans le monde. On a vu Brexit, on a vu les élections aux États-Unis, on a vu les élections présidentielles en France. Beaucoup du débat est sur le sujet de quelles sont les répercussions de tous ces mégatrends sur la classe moyenne. Et ça, c'est une question très importante qui est directement liée à celle de la distribution des travaux que je vous montre ici. Et la troisième question, et on va faire un petit peu de focus sur ça, c'est quelles sont les formes de travail qui émergent. Et ici, on va directement sur la question d'aujourd'hui et on se demande, même si le travail salarié continue à exister, quelles seront les formes de travail qui vont exister et aussi quelle va être la part de l'économie qui va être faite de travailleurs indépendants, par contre. Tout ça, je pense, c'est mieux résumé dans la question de qu'est-ce qui se passe avec les inégalités sur le marché du travail et plus en général dans l'économie. Donc, je vous ai dit qu'il y a des travailleurs qui sont à risque de perdre leur travail. Il y a une forme de polarisation, donc d'augmentation des inégalités entre travailleurs moins et plus qualifiés. Il y a peut-être des travailleurs qui vont avoir des travails qui sont plus précaires, qui sont plus instables pour la question de ces new forms of work qui commencent à émerger. Et à la fin, ça se traduit dans une augmentation très forte des inégalités. On voit dans la dernière slide ici que il y a 25 ans à aujourd'hui, les inégalités économiques, les inégalités de revenus dans les pays OCDE sont augmentées fortement, beaucoup, à niveau où il y avait 7 fois, d'un niveau où le 10% plus riche de l'économie gagnait 7 fois ceux du 10% moins riche, à un rapport de 9 à 1. Donc, sur la question d'aujourd'hui plus en particulier, les plateformes. Donc, le sujet qui souvent est mentionné comme exemple de ce qui se passe avec l'économie et les formes de salariat, c'est la question des plateformes. Cette liste, ce n'est même pas une liste complète. Et la question est, ce type de travail pour l'économie numérique, est-ce qu'ils sont des formes d'obtenir plus de revenus, d'efficacité et de flexibilité, ou ce sont plutôt des formes de passer les risques sur les travailleurs, et donc ça impliquera plus de risques pour les personnes qui gèrent leur emploi, leur protection sociale, leur formation, parce qu'il y aura plus d'indépendants dans l'économie. Donc la première chose qu'il faut dire sur ça, c'est qu'on ne sait pas beaucoup. Donc sur la question spécifique des plateformes, le problème est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de données. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été produits. Il y a des chiffres pour les États-Unis qui vont de 0,5% à 1% des travailleurs qui, dans un an, ils ont fait quel type de travail sur des plateformes. Il y a des chiffres de 3% pour le Royaume-Uni. Il y a des chiffres de 100% pour des autres pays européens qui incluent le Royaume-Uni, l'Hollande. Mais vraiment, ces chiffres, ce sont difficiles à quantifier. C'est vraiment quelque chose qu'on commence à faire. Une initiative intéressante sur ce sujet, c'est celle du Online Labour Index qui a été créé à l'Université d'Oxford, où ils font un monitoring des principales plateformes qui existent dans l'économie, et ça nous montre quelle est au moins la tendance de la demande de travail sur ce type de plateforme. Et on voit qu'il y a des signes qu'il est en augmentation. Mais
la vérité, c'est que pour l'instant, ce type d'économie, on ne la connaît pas beaucoup, et pour l'instant, je dirais, c'est encore plutôt petite. Mais bien sûr, les questions qu'on va poser, il faudrait discuter aujourd'hui, c'est qui travaille dans ce travail, quels sont les emplois, où ils travaillent, c'est un travail primaire ou supplémentaire. Ça, c'est très important et peut-être, bien sûr, la question des revenus, mais peut-être la question la plus importante, c'est que est-ce qu'ils sont des travails de choix, donc des choses que les gens font vraiment comme des opportunités, ou c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choses à faire. Mais en discutant cette question, c'est important de dire que même si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement avec l'économie numérique, c'est vraiment pas le numérique la question la plus importante qu'on doit discuter si on parle de nouvelles formes de travail et des changements de l'économie. Parce que, en fait, le travail atypique, ce qu'on appelle le travail, quand on parle d'atypique, on parle des indépendants, on parle des travailleurs temporaires, on parle des travailleurs part-time. C'est une question qui a existé pendant beaucoup de temps. Et on a même vu aujourd'hui que ce ne sont pas des catégories qui ont augmenté forcément dans l'économie. Quand même, il y a des questions de politique très importantes qu'il faut discuter, et il faut les discuter pas seulement par rapport à l'émergence ou pas du numérique, mais parce qu'en général, il y a, et on le voit ici, beaucoup de travailleurs qui sont indépendants. Ce n'est pas la plupart des travailleurs, mais c'est quand même 16% des travailleurs à l'OCDE, dans les pays de l'OCDE, 16% des travailleurs qui sont part-time et 11% des travailleurs qui sont dans un travail temporaire. Pourquoi cette catégorie en particulier? Parce qu'il y a des domaines politiques, des questions politiques qu'il faut se poser qui sont précisément à propos de cette catégorie. Et mes collègues, ils les ont déjà discuté très clairement aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, et je vais conclure avec ça, c'est une comparaison internationale de quelles sont les protections sociales des travailleurs indépendants par rapport aux travailleurs salariés. Et ça vous donne une idée de ce qu'on a dit aujourd'hui, que ce type de travail qui pourrait ou pourrait pas être le travail du futur. On a dit que maintenant, il n'y a pas beaucoup de changements sur le côté indépendant dans l'économie, mais quand même, ils forment une part importante de l'économie. Ils n'ont pas les mêmes protections sociales que les travailleurs salariés. Et ça, c'est parce que le modèle du social welfare, le modèle de la protection sociale, est basé sur le modèle du salariat. Donc ici, on voit qu'il y a des pays en Europe où, premier, on voit qu'il y a le côté vieillesse, invalidité, prestations parentales et prestations de maladie qui est un petit peu mieux que le côté accident de travail et prestations chômage où les indépendants, ils ont plus de difficultés. On voit ici qu'on a des pays européens où c'est possible d'avoir des systèmes qui sont plus égalitaires. Il y a aussi des pays où la situation est plus difficile. Mais ça, je pense, c'est une figure très importante parce qu'il nous donne l'idée de l'urgence de la situation et en même temps, il nous donne l'idée que c'est possible de changer le système pour le rendre un petit peu plus égalitaire. Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'être convaincu que l'économie du futur sera une économie d'indépendants. Il y a même aujourd'hui assez de gens dans l'économie qui ont ce type de travail qui justifient complètement avoir un système qui est un peu plus égalitaire. Et si on va vers une économie où il y aura plus d'indépendants, ça va être même plus important. Ma dernière slide, c'est pour donner quelques chiffres sur celles que sont les différences entre les indépendants et les salariés par rapport aux protections sociales. Ça vient d'un rapport de l'Union européenne, de la Commission européenne, et ça nous dit que 55%, c'est la part des travailleurs indépendants dans l'Union européenne à risque de ne pas avoir droit aux prestations de chômage. 38%, c'est la proportion des travailleurs indépendants dans l'Union européenne à risque de ne pas avoir droit à des prestations de maladie. Et 46%,
c'est la part des femmes indépendantes qui sont à risque de ne pas avoir de droit de prestation de maternité dans l'Union européenne. Et ça, ce sont des chiffres très importants parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas une partie très petite, c'est relativement petite, mais ce n'est pas très petite une partie de la population et ça pourrait être plus importante dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand même, ce que ça pose, Paolo, quand on vous entend, c'est que très concrètement, quand vous nous dites qu'il y a polarisation des emplois, ça veut dire qu'il y aura demain des chauffeurs, si on reprend l'exemple d'Uber, il y aura beaucoup de chauffeurs Uber, il y aura de l'autre côté des cadres dirigeants qui vont, et des patrons, enfin le patron d'Uber et une équipe autour de lui, et qu'au milieu, il y aura très peu d'emplois. C'est ça qu'on a observé pendant les derniers 20 ans. Bien sûr, ce procès, ce n'est pas forcément un procès qui va continuer sans fin. C'est possible que ça va s'atténuer, ça va aussi changer parce que les travails, par exemple, qui étaient dans les milieux, et donc qui vont disparaître, ils ont aussi changé. Donc c'est possible que quelqu'un de ce travail, il a devenu plus ou moins qualifié. Mais en général, ça c'est un trend qu'on a observé, c'est très fort, et on pense qu'il est lié directement à la question des inégalités, même si c'est difficile à montrer la connexion directement avec les données. C'est ce que vous rappeliez, c'est effectivement la classe moyenne qui a l'habitude d'avoir les emplois intermédiaires quand même. Donc c'est une vraie. Est-ce que du coup peut-être on a beaucoup parlé des sécurités, que ce soit avoir une assurance maladie, une assurance chômage. Est-ce que derrière il n'y a pas des enjeux quand même justement de formation pour que entre aller dans des emplois peu qualifiés, mal payés, des emplois qui sont pas très considérés, et puis les autres, il n'y a pas une question de formation. Je me tourne peut-être vers Gilles Berset. Est-ce que c'est peut-être pas l'enjeu demain de ces mutations du travail? Quand on parle de mutation du travail, déjà, il faut avoir en tête qu'il y a des formes d'emploi indépendants, encore une fois, qui se substituent à d'autres. Je vais reprendre le cas du conducteur d'Uber. Dans une ville comme Paris, le conducteur d'Uber se substitue d'une certaine façon à un conducteur de taxi qui était également un indépendant et qui louait son taxi à une grande compagnie de taxi parisienne, que ce soit G7, Taxi Bleu, etc. Il y avait un indépendant qui travaillait sous certaines formes, qui était en location de son matériel et qui devait donc payer cette location à la grande compagnie de taxi. Maintenant, on voit une autre forme d'indépendant où, je dirais, l'indépendant est propriétaire de son taxi et où la plateforme fait le go-between entre le client et le conducteur d'Uber. Néanmoins, dans les deux cas, c'était bien un indépendant dont il s'agissait. Donc c'est la forme de travail indépendant et, je dirais, le portage du risque qui est complètement différent, puisqu'il y a quelqu'un qui a des gros crédits dans un cas, le cas actuel, et puis il y a quelqu'un qui était en location dans le cas précédent. Donc cette mutation est importante, vous voyez, mais le besoin de formation dont on parlait est un besoin de formation qui n'est pas nouveau en quelque sorte, ça c'est la première chose. Une deuxième chose qu'on n'a pas évoquée, et qui a été beaucoup discutée, qui est beaucoup apparue dans le débat social, je dirais, c'est que les nouvelles formes de travail indépendant peu qualifié ont amené au travail ou ont permis une certaine insertion à des publics qui sinon n'étaient pas dans le travail. Je me souviens très bien de plusieurs articles qui avaient été publiés dans le journal Le Monde et qui montraient que des jeunes du 9-3, comme on dit, eh bien, étaient rentrés dans l'emploi via les plateformes et via plateformes Uber et autres, Deliveroo et autres, et qui sinon seraient restés à l'extérieur en quelque sorte de l'activité. Donc là, il y a un rôle d'intégration qui est nouveau
et dont il faut prendre la mesure, même si cette mesure quantitative, en tout cas, n'est pas énorme. Et puis le troisième élément, et c'est là où je réponds complètement à la question posée, le besoin de formation, c'est que ces emplois vont disparaître, en tout cas pour la partie la moins qualifiée. L'économie numérique et le développement de l'économie numérique, c'est quand même à terme, par exemple dans le transport urbain, la disparition des chauffeurs. Dans la livraison, c'est la disparition quasi-disparition des livreurs. Et donc on voit quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire l'augmentation numérique, mais qui n'est pas quand même à des niveaux incroyables, hein, l'augmentation numérique du nombre de personnes concernées par des formes d'emploi qui vont disparaître. D'ailleurs, c'est uniquement comme ça qu'on peut comprendre le modèle économique d'Uber. Uber, il faut le rappeler, valorisation de 65 milliards, perte annuelle de 3 milliards de dollars. Comment on peut comprendre le fait que des gens croient dans le long terme d'Uber alors même que ça fait des pertes année après année? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a une course contre la montre. Cette course contre la montre, c'est que demain, le modèle économique d'Uber, ça sera beaucoup de parts de marché dans beaucoup de pays et plus de conducteurs, en quelque sorte. C'est le pari du véhicule autonome qui est fait par Uber et par les gens qui misent dans Uber. Et donc, on voit que la question de formation, c'est aussi et surtout peut-être la formation pour occuper d'autres emplois dans le moyen et long terme pour les personnes concernées. Il y a plusieurs questions. Est-ce que, et c'est une des questions qui est posée par la salle, est-ce que le changement de mentalité, par exemple sur le fait de souhaiter mieux organiser vie professionnelle, vie personnelle, ne va pas avoir des impacts sur la façon dont on va travailler, que ce soit dans le salariat ou même dans l'indépendance? Je me tourne vers vous, Émilie Daudet. Est-ce que ça ne va pas aussi modifier les propositions, les options qui sont faites? Je pense qu'effectivement, il y a un changement de mentalité sur, entre autres, ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes, avec le rapport des jeunes avec l'indépendance, qui est qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui, quand on dit qu'ils sont plus intéressés par l'indépendance, c'est parce qu'ils ont une vision, je pense, très start-up, une vision, entre guillemets, ce qu'on disait, entre guillemets, fun de l'indépendance, c'est-à-dire monter une petite entreprise sur le net, avoir une vision qui est très positive de l'indépendance, qui n'est pas du tout la vision que peuvent avoir des personnes plus âgées qui vont penser au restaurateur, au commerçant, qui va lui avoir vraiment un travail très dur, se lever très tôt le matin, enfin je ne sais pas, toutes les idéologies qu'on a sur le travail indépendant du petit commerçant ou de la profession libérale donc du coup je pense qu'effectivement il y a une mutation dans l'idéologie de qu'est-ce que représente l'indépendance pour ces différentes générations. Sur ce sujet-là, si je peux ajouter un mot, il y a des témoignages et des discussions qu'on peut avoir avec notamment des responsables de tiers-lieux, donc par exemple des espaces de coworking ou des Fab Labs, enfin des gens qui gèrent des espaces où viennent travailler justement ces nouveaux, entre guillemets, travailleurs indépendants. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que beaucoup racontent que, alors il y a effectivement cette appétence à être libre, à travailler un peu de façon, voilà, sans employeur, sans hiérarchie, comme on le souhaite. Mais assez vite, en fait, il y a aussi une volonté de venir dans ces tiers-lieux, en tout cas pour ceux qui viennent, et de se retrouver avec d'autres personnes qui vont travailler de la même façon qu'eux, en travailleurs indépendants, pour recréer des nouvelles formes de collectifs aussi. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant par rapport aux perceptions du salariat, etc. C'est qu'il y a probablement un rejet, effectivement, des structures hiérarchiques trop fortes. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir le patron là, voilà, qui donne des ordres, mais on a quand même besoin. D'une part, on a aussi probablement une vision du salariat qui est très impactée par ce que les intervenants ont dit sur la précarisation elle-même du salariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salariat, c'est plus non plus une protection à 100%. Si on se retrouve avec un CDD d'un mois, bon, ça a quand même un intérêt assez limité en termes de protection. Donc, il y a ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on veut travailler tout seul dans son coin, sans aide, sans justement avoir alors des personnes qui ne sont pas des collègues, mais des personnes qui vont rencontrer les mêmes difficultés que soi pour monter son activité, pour accéder aux droits sociaux, pour comprendre les démarches administratives, etc. Et du coup, il y a aussi des initiatives qui se développent au niveau de ces tiers-lieux pour développer des services pour ces nouveaux travailleurs indépendants. Et ça, je trouve que c'est intéressant.
Alors, il y a pas mal de questions, sinon, sur un sujet qui anime beaucoup, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le fait d'offrir une assurance chômage, en tout cas, à tous les indépendants. C'est-à-dire que de faire en sorte, et c'est dans les réformes d'Emmanuel Macron, que les indépendants, quand ils perdent leur job, puissent bénéficier d'une assurance chômage. Est-ce que vous avez envie d'en dire deux mots? Est-ce que c'est faisable concrètement, peut-être, Émilie? Est-ce que, alors, sachant que c'est encore une réforme dans les tuyaux qui est en train il y a une concertation qui est en train de se faire. Ça n'est pas acté, mais vous, en tant qu'expert, est-ce que ça vous semble être une bonne solution? Et puis, est-ce que peut-être il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait? Alors, juste pour rappeler peut-être à l'auditoire qui ne connaît pas forcément précisément quel est le rôle de l'UNEDIC par rapport à l'assurance chômage. En fait, donc, l'UNEDIC gère l'assurance chômage et entre autres la réglementation de l'assurance chômage. Et du coup, l'UNEDIC, c'est une petite structure, hein, c'est une centaine de personnes aujourd'hui qui fait la réglementation par des conventions d'assurance chômage qui sont renégociées entre les partenaires sociaux, donc qui sont de manière égalitaire entre patronat et syndicats, qui sont renégociées tous les 2 à 3 ans. Par des conventions. Donc, la dernière convention qui a été signée début 2017 pour l'assurance chômage, la question de l'indépendance dans le protocole d'accord d'avril, donc antérieure à l'élection présidentielle et à la réforme actuelle, dans le protocole d'accord était mentionné qu'il y avait un chantier qui devait s'ouvrir sur les nouvelles formes d'emploi et qu'un groupe de travail allait retravailler là-dessus pour la prochaine convention. Donc effectivement, les partenaires sociaux ont déjà en tête que c'est une question de laquelle il faut qu'ils s'emparent. Ils ont modifié la réglementation assez fortement sur la dernière convention, justement sur l'augmentation des CDD, enfin, qui répondait à l'augmentation des contrats courts. Donc on essaye de suivre l'évolution petit à petit du marché du travail. Et donc, tout naturellement, quand le gouvernement Macron a proposé de réformer l'assurance chômage, les partenaires sociaux se sont dit tout de suite ouverts à la discussion. Maintenant, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ouvrir aux indépendants, il faut ressortir un petit peu enfin statistiquement, les indépendants, c'est encore une population qui est quand même très hétérogène, ce qu'on n'a pas forcément beaucoup dit. On a parlé des nouvelles formes d'emploi, qu'on a dit c'est qu'elles étaient peu nombreuses, mais le gros des indépendants, c'est encore des agriculteurs, des professions libérales, des avocats, des médecins. Donc ceux-là, quelle est leur appétence pour l'assurance chômage? Est-ce qu'ils seraient prêts à cotiser à l'assurance chômage? Est-ce que ça veut dire cotisation? Ça veut dire qu'effectivement, il faut rappeler que l'assurance chômage, c'est une assurance, donc c'est parce qu'on cotise qu'on a des allocations chômage. L'assurance chômage aujourd'hui, elle est destinée aux salariés du privé. Quelques entreprises publiques aussi y adhèrent de manière volontaire. Et donc aujourd'hui c'est vraiment un principe de cotisation, c'est les salariés qui cotisent et qui perçoivent derrière l'assurance chômage. Donc ouvrir à d'autres catégories, ça voudrait aussi dire leur faire cotiser à l'assurance chômage. Donc toute la question c'est de savoir est-ce qu'ils seraient prêts à le faire, à quel montant, enfin il se pose 1000 questions sur la manière d'ouvrir en fait à l'assurance chômage. Est-ce qu'on leur ferait les mêmes droits que les salariés du privé, ou est-ce qu'on les ferait cotiser au même taux? Enfin voilà, donc pour l'instant nous attendons du côté UNEDIC la directive, la proposition de manière plus concrète. Voilà. Peut-être Paolo, est-ce qu'il y a des endroits où il y a des assurances chômage un peu universelles, c'est-à-dire pour tout le monde? Est-ce que dans l'OCDE, il y a des pays qui ont mis en place ce genre de système? Oui, on a vu sur une des slides que j'ai montré que typiquement dans les pays du nord d'Europe, donc des pays comme la Finlande, la Suède, la Danemark, il y a des systèmes qui sont un petit peu plus universels. Ça,
ne veut dire pas forcément qu'il sait exactement les mêmes prestations que les indépendants reçoivent, ou en fait, ça peut être les mêmes prestations, mais les règles pour avoir accès, ça change un petit peu. Donc, parfois, par exemple, je vois ici qu'en Finlande et en Suède, il y a la possibilité d'avoir accès aux prestations chômage. Ça dépend des niveaux de contribution qui doivent être qui sont un petit peu différents entre les indépendants et les salariés. Mais ça ne veut dire pas qu'ils n'ont pas de couverture. En fait, c'est un système qui va beaucoup au-delà de ce qui est possible dans des autres pays. Même, par exemple, dans l'Italie, je suis italien, et c'est un système qui s'est beaucoup plus avancé dans ce type de côté. Et aussi, il y a une troisième possibilité, que c'est la possibilité de l'adhésion volontaire à une type de c'est-à-dire qu'on prenne une assurance, quoi, comme on le fait exactement. pour d'autres risques. Oui, exactement, qui est facilité par l'État. Donc, il y a une partie publique. Et, par exemple... c'est-à-dire avec un socle un peu commun, et puis ceux qui veulent peuvent prendre comme une mutuelle, peuvent prendre une assurance pour se protéger contre le chômage, contre un certain nombre de risques. En général, je dirais que c'est un problème partout. Même dans les pays les plus avancés, les indépendants typiquement n'ont pas les mêmes prestations que les autres, mais il y a la possibilité d'aller au-delà de ce qui est le modèle italien, par exemple, et où il n'y a pas vraiment beaucoup de protection du tout, avec des modèles un petit plus avancés, et peut-être avec des modèles style assurance avec une adhésion volontaire à ce type de prestations qui est un petit peu comme une assurance d'autres types. Oui. Il y a pas mal de questions autour de ce que vous nous avez dit, Paolo, sur le fait que la classe moyenne, en tout cas les emplois du milieu, pourraient disparaître. Est-ce que c'est juste une anticipation? Est-ce qu'on arrive à mesurer? Est-ce que il y a des inquiétudes sur combien de temps ça prendrait? Parce qu'on sent bien que c'est un moment de mutation. Est-ce que ça, vous avez quelques éléments? Bon, en fait, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas trop se fixer sur la question est-ce que la classe moyenne va disparaître, parce que, comme je vous ai dit, c'est une image très fluide. Les travails qu'ils ont dans ce milieu, ils changent. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a besoin d'un système qui facilite la transition des gens qui normalement auront travaillé dans ce type de travail salarié au milieu travail industriel, travail dans le secteur manufacturier, qui est le secteur qui est vraiment qui s'est réduit beaucoup en taille dans les dernières années, vers les nouvelles formes de travail, vers les travails plus qualifiés. Et ça veut dire, par exemple, des systèmes d'adaptation des compétences qui permettent aux travailleurs qui sont déjà dans le marché du travail de changer. On est encore dans un système qui nous dit, après l'école, la formation est terminée. Et ça, ce n'est pas le système du futur. Le système du futur sera un système où il y aura besoin de formation continue. Tout au long de la vie. Et il y a besoin de passer juste de la rhétorique, on parle beaucoup de ce type de système depuis beaucoup de temps, à la pratique de comment on le fait, parce que vraiment on en a besoin aujourd'hui. Justement, sur ce sujet, Emmanuel, est-ce qu'il y a des pays, ou en tout cas des systèmes où la formation professionnelle tout au long de la vie, vous nous avez parlé un peu de ce qui était en train de se mettre en place avec un compte personnel de formation comme une boîte à outils que l'actif aurait toute sa vie. Est-ce qu'il y a des systèmes un peu plus aboutis ailleurs ? Sur ce type de compte, pas forcément. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est des réflexions aussi qui ont lieu au niveau européen. Il y a des réflexions actuellement sur un socle, sur l'élaboration d'un socle de droits sociaux, un socle minimal de droits sociaux qui serait pour tous les actifs, quel que soit
leur statut, et notamment sur les questions de formation professionnelle. Et sur l'idée d'un compte, l'exemple du CPA notamment a été repris dans ces discussions-là. Voilà. Par contre, il y a d'autres pays, notamment des pays nordiques, où l'accompagnement dans la formation est peut-être plus important et plus efficient qu'en France, notamment en cours de carrière, et c'est aussi une question d'articulation avec l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes nordiques où la personne qui perd son emploi se retrouve de façon beaucoup plus systématique et efficacement accompagnée en termes de formation. Mais bon, ça c'est aussi des discussions qui vont avoir lieu, puisqu'on a parlé de la réforme de l'assurance chômage, mais il y a aussi deux autres réformes qui se préparent sur l'apprentissage et sur la formation professionnelle, notamment pour donner un peu plus de consistance à ce compte personnel de formation qui aujourd'hui reste un peu théorique et pas très facile à utiliser. Le risque, c'est que ce soit une coquille vide aujourd'hui. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il faut le remplir. Là aussi, ça pose des questions de financement, parce que quand vous avez un compte, alors que ce soit pour la formation ou pour d'autres droits, mais quand vous avez un compte qui est attaché à la personne et plus au statut, ça veut dire que se pose la question de qui finance les droits que vous mettez sur ce compte-là. Quand vous êtes salarié dans une entreprise, il y a des mécanismes de financement par l'entreprise, par cotisation, par l'employeur, etc. Quand c'est des droits que vous allez porter avec vous tout au long de votre carrière, quel que soit votre employeur et quel que soit votre statut, qui va les financer. Par exemple, il y a des réflexions sur le CPA autour d'une idée d'une banque des temps pour avoir des droits à congé qu'on pourrait utiliser pour de la formation ou pour autre chose, mais c'est pareil. Quand vous arrivez chez un nouvel employeur avec un compte où vous avez déjà tout des droits, mais que vous voulez utiliser chez un nouvel employeur, qui va financer cette absence? Est-ce que c'est votre nouvel employeur? Est-ce que c'est l'ancien? Est-ce que vous mutualisez ça ailleurs? Enfin, voilà, ça oui, votre nouvel employeur est peut-être pas content que vous arriviez en disant j'ai de quoi me former pendant un an, je vais partir pendant un an me former, tu me verras plus, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, sinon? Madame. Alors, d'abord, merci, parce que je trouve que c'était... Ah oui, pardon. Très, très intéressant. J'apprécie infiniment vos interventions. Maintenant, je vous renvoie quelque chose, parce que moi, je me pose toujours la question, pourquoi les gens veulent être indépendants? Et moi, il me semble que là, sauf M. De Falco, qui a, à mon avis, évoqué le problème des inégalités de salaire, le niveau les conditions de travail dans les entreprises. Pourquoi actuellement bien des salariés, enfin j'imagine que bien des salariés ne veulent pas subir les conditions de travail qu'on fait actuellement dans les entreprises, et ça c'est important pour cette histoire de penser indépendant, n'avoir pas de patron qui vous impose n'importe quoi, et puis fabuler, comme disait Madame pour l'UNIDIC, sur les nouveaux emplois, fun, etc. Il y a les niveaux de salaire qui ont été peu évoqués, sauf par monsieur pour l'OCDE. Je ne parlerai pas des problèmes de fiscalité, de comportement des grandes entreprises par rapport à leurs salariés, comment on vire les gens. Et puis peut-être que ce qui attire à ce point, notamment les jeunes, c'est les difficultés qu'ils ont actuellement pour accéder à un travail. Et vous l'avez bien dit, contrat à durée déterminée, et malgré des années et des années de lutte contre l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée, j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé. Alors, pour répondre à votre question déjà sur les revenus, il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il y a quelques jours sur ce que gagnaient les indépendants. Et en fait, un non-salarié gagne en moyenne 2 500 € par mois grâce à son activité. C'est une moyenne, et il y a des grosses disparités entre les auto-entrepreneurs qui sont 1 sur 2 à avoir un revenu, entre des disparités régionales. Les indépendants à Paris ou dans la région parisienne gagnent mieux leur vie que dans d'autres régions. Donc il y a quand même des données là-dessus, mais effectivement, sur la question ensuite qu'est-ce qui attire, peut-être que Émilie, vous qui avez travaillé sur ces sujets-là, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire beaucoup plus sur cette question d'attrait, mais il faut vraiment, ce que vous dites est vraiment très important. Je pense qu'on ne peut pas avoir une vision homogène de l'indépendance.
être indépendant, ça peut être auto-entrepreneur et dont la moitié effectivement n'ont pas de revenus, et je crois qu'en moyenne c'est 400 € par mois, donc c'est vraiment des tout petits revenus, et à côté de ça des professions d'avocats, de médecins qui ont des revenus tout à fait conséquents. Donc on peut difficilement faire un groupe général en disant les gens sont attirés par l'indépendance pour gagner plus, ou pour, enfin, c'est pas si simple que ça, parce que c'est tellement hétérogène que c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur cette question-là. Après, effectivement, je pense que la situation de l'emploi qui est l'accès à l'emploi des jeunes qui est difficile, l'augmentation des durées de stage, de CDD, de cumulation de CDD courts avant d'accéder à un emploi durable, et la transition qui est de plus en plus difficile, le passage entre CDD et CDI, on voit qu'il y a de moins en moins de CDD qui se transforment en CDI, effectivement, ça doit certainement être en partie décourager l'envie d'aller vers le salariat. Ça, c'est bien possible. Mais de la même façon, est-ce que ça fait rêver d'être livreur Deliveroo et de pédaler sous la pluie pour 5 € l'heure? C'est aussi une autre question. On me fait signe malheureusement que le débat doit se terminer parce qu'il est l'heure. Merci infiniment à vous. Bonne continuation. Merci à nos intervenants. Bonne continuation au GECO, puisque le programme est très riche. Il y a encore plein de conférences et de tables rondes aujourd'hui et demain.